bonjour, je suis ravie d'être avec vous pour cette session sur l'image Maroc à l'international. Nous sommes désolés pour le retard que nous avons pris pour démarrer, qui est tout à fait indépendant de notre volonté. Malheureusement, un de nos panélistes, M. Mehdi Qotbi, devra nous quitter dans un petit moment pour une urgence familiale. Nous tenons à lui donner la parole en premier, ou peut-être en deuxième position, c'est Qotbi, afin qu'il puisse vaquer à ses occupations et à ses urgences. Une petite présentation s'impose avant de donner la parole à nos panélistes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Dans un monde où les nations rivalisent autant par leur production que par le récit, l'image d'un pays n'est plus un luxe, mais une nécessité stratégique. Le Maroc, terre d'histoire et d'horizon, se tient aujourd'hui à la croisée de plusieurs dynamiques, comme vous le savez. Il assemble dans un même geste ses actions, ses racines millénaires et ses ambitions d'innovation. Car au-delà des infrastructures et des chiffres, ce qui marque les esprits, ce qui inspire confiance et admiration, c'est le récit d'un pays qui sait d'où il vient et ce qu'il veut devenir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer ce récit justement. Tourisme, patrimoine, art, design, formation, industrie créative, innovation, 9 voix. 8 voix, parce que malheureusement, M. Hamdi Oueldrachid n'a pas pu être des nôtres également. Donc 8 voix, 8 clés de lecture et 8 angles d'attaque. Chaque panéliste apportera son éclairage, son expérience et sa vision pour nourrir cette réflexion commune sur la construction d'une marque pays ambitieuse, cohérente et inspirante. Et je commence avec vous, M. Imad Barakad, président de la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie touristique. Monsieur Imad Barakad, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le tourisme est bien plus qu'un vecteur économique, c'est un langage universel, c'est une vitrine directe sur une nation aussi. Barakad, comment renforcer ce secteur clé en tant que pilier de la marque pays et concrètement, quels sont les leviers à activer en matière de structuration de l'offre, d'ingénierie territoriale ou alors de diversification des produits d'appel pour renforcer notre attractivité et affirmer notre positionnement à l'échelle mondiale? Merci madame de nous inviter, heureux d'être parmi ce panel, mais également de très beaux panélistes et de pouvoir joindre ma voix à celle des autres pour expliquer comment cette attractivité du Maroc est construite. Comme vous le savez, le tourisme maintenant depuis quelques années est premier en Afrique en termes d'attractivité. Il attire à peu près 17,5 millions de touristes et il attire également quelque chose comme 8 milliards de dirhams d'investissement touristique chaque année. Alors, cette attractivité s'est construite à travers le temps. Elle s'est construite à travers aujourd'hui 2 axes qui sont importants et qui sont l'ADN aujourd'hui du Maroc, qui sont sa culture et sa gastronomie. Et à partir de là, tout ce travail territorial a été réalisé et tous les produits sont autour d'une thématique qui est celle aujourd'hui de la culture. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de 3 types de tourisme qui sont les plus importants au Maroc, qui sont le tourisme de culture. Il fait aujourd'hui qu'à peu près 80 à 90% aujourd'hui de la clientèle et des recettes qui arrivent au Maroc. Le reste, c'est un peu de tourisme balnéaire. Alors, tourisme balnéaire, c'est un type de tourisme aussi qui est différent de celui des autres parce qu'il se cale par rapport à la culture marocaine. Nous n'avons pas le type de tourisme aujourd'hui où on vient bronzer, mais où on vient découvrir cette culture et où on vient découvrir la nature qui est la mer, mais aussi un tourisme de nature. Voilà, exactement. Tout ce tourisme-là est autour, comme je l'ai dit, autour de la culture. Alors le construire, ça se construit à travers de la thématisation, à travers de la création de concepts et de produits qui soient inclusifs, différents des autres types de tourisme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le Maroc attire toujours. Je rappelle qu'en 2019, aujourd'hui nous avons fait plus 40% aujourd'hui de recettes en plus, 40% d'arrivées et de nuitées. Donc aujourd'hui nous réalisons de très bonnes performances, alhamdoulilah. On ne peut pas parler de la culture et de cette expérience culturelle immersive sans évoquer l'artisanat. Et avec nous, le président de la Maison de l'Artisan, M. Tariq Sadek. Monsieur Sadek, l'artisanat marocain ne relève pas seulement du patrimoine, c'est une économie, c'est une mémoire en mouvement, c'est un marqueur d'identité surtout. Alors comment positionner l'artisanat également comme un vecteur stratégique de la marque Maroc et comment renforcer cette valeur ajoutée à travers déjà d'un côté la labellisation, la montée en gamme et l'intégration dans les chaînes de valeur touristiques et culturelles? D'abord, merci pour l'invitation et je suis ravi de faire partie de ce panel, de partager effectivement avec nos
audience aujourd'hui ce que nous faisons en matière d'artisanat, et comme vous l'avez si bien cité, c'est effectivement un pan de notre économie, de notre mémoire, de notre culture qui est très important, qui, au-delà de sa contribution à la préservation de ce patrimoine, à ce récit, à nos us, nos coutumes, il permet aussi de créer de la valeur. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes travaillent dans le secteur, de manière directe ou indirecte. On représente 7% du PIB. L'année dernière, le secteur a généré 140 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, avec plus de 1 milliard à l'export. Et donc cette création de valeur permet de préserver et de faire vivre un certain nombre de métiers qui, il y a encore quelques années, étaient en voie de disparition, permet de tisser et de renforcer ce lien entre les Marocains et leur histoire et leur patrimoine dans les différentes régions du Maroc, mais elle permet aussi de contribuer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au rayonnement de notre pays. Tout le monde sait aujourd'hui le Maroc est devenu un modèle grâce à la vision et l'impulsion de Sa Majesté le Roi Allah Yansro. Et ce modèle-là a montré sa réussite sur un certain nombre de chantiers ou de domaines, que ce soit sur le volet social, économique, politique, diplomatique. Et donc cette partie patrimoine fait partie des éléments qui contribuent à cette singularité marocaine, à cette diversité du royaume. Et donc l'artisanat se retrouve effectivement comme élément central de cette matrice. Je donne, comme tout à l'heure, mon ami Sibarkad a parlé du tourisme. Effectivement, il y a une très grande partie des touristes qui viennent au Maroc à la recherche justement de cette diversité, de cette expérience, de cette singularité, de vivre dans un patrimoine vivant. On n'est pas un pays qui est cloisonné dans son passé, mais notre artisanat se perpétue, se préserve. Il y a quelques jours, avec Simedir Qotbi qui s'est présent, nous avons présenté un livre que nous avons travaillé, que nos deux institutions ont préparé pendant la dernière année, sur la bijouterie et la parure. Et donc je tiens à le remercier encore une fois, Simedi, pour cette belle collaboration. Et ce livre-là retrace l'histoire de la bijouterie et de la parure depuis la préhistoire au Maroc. C'est-à-dire la pièce la plus ancienne dans les musées de la Fondation, que la Fondation a si aimablement mis à nos dispositions, remonte à 300 000 ans ou 200 000 ans, ou quelque chose comme ça. Et ces mêmes techniques, on les retrouve aujourd'hui, c'est les artisans à Tiznit, à Fès, à Marrakech, etc. Et donc, uniquement ce point révèle la singularité marocaine et l'importance de l'artisanat justement pour préserver ce fil conducteur. L'artisanat qui est rhizomique, archipélique, ancré dans l'histoire et tourné résolument vers l'avenir. Et ce volet concernant la modernité, on l'évoquera tout à l'heure avec le designer M. Hicham Lehlo. Mais à présent, vous, M. Mehdi Qotbi, à travers les toiles, les formes, les couleurs, l'art raconte aussi un pays. Il peut raconter le Maroc mieux qu'une campagne, qu'un slogan. Le Maroc dans ses couleurs, ses contrastes, ses nuances, ses gestes anciens, on en parlait avec Monsieur Tarek, et ses élans modernes, il s'expose, il se rêve, il se projette grâce à de magnifiques ambassadeurs, hein, comme l'homme que vous êtes. Comment faire de cette expression, ces Qotbi artistique, une image fidèle, vivante et universelle du royaume sur la scène internationale, et puis comment, avec l'émotion, on va dire, esthétique, toucher l'imaginaire collectif et renforcer, in fine, la marque Maroc? Bonjour, merci de cette invitation. Je voudrais d'abord souligner un point essentiel. Le Maroc a eu déjà des ambassadeurs exceptionnels. Delacroix a magnifié, a transmis, a amené le Maroc dans les villes européennes et en France en particulier. À l'époque, Paris était la capitale culturelle de la planète. Donc le Maroc attire, séduit, impressionne et surtout après il arrête les gens uniquement parce qu'il est d'une richesse inouïe, exceptionnelle. Sa lumière, la manière dont les gens reçoivent par un sourire, il est unique. On doit tous être conscients de cette chance que nous avons. Et c'est vrai, comme il a été souligné juste avant moi, la vision de Sa Majesté de mettre la culture là où elle se trouve aujourd'hui est une chose incroyable. C'est une vision, j'allais dire, anticipatrice, puisque aujourd'hui, la culture est devenue un élément essentiel de développement.
Donc le Maroc, j'allais dire, est une terre de culture plurielle, c'est le carrefour des civilisations, le berceau d'un dialogue millénaire entre l'Afrique et l'Europe et le monde arabe. C'est aussi un pays d'artistes, de penseurs, d'artisans, de créateurs qui portent haut la couleur du Maroc et bien au-delà de nos frontières. La culture marocaine rayonne et rassemble. Elle est le langage universel, un pont entre les peuples. Elle est un moteur de développement, de cohésion sociale, d'attractivité internationale. Mais pour que ce rayonnement soit pleinement reconnu et durable, il faut un récit et bien bâtir collectivement. Le design également n'est pas qu'une forme. Là, je m'adresse à vous, Monsieur Hicham Lehlou. C'est une pensée, c'est une signature, et c'est une signature qui est porteuse de sens, qui est très symbolique. À travers vos œuvres, Hicham Lehlou, c'est un Maroc contemporain, audacieux, enraciné, ouvert, qui se dessine, que vous nous racontez. Comment est-ce que le design peut devenir aussi un vecteur stratégique de la marque Maroc, en révélant la singularité culturelle dont on parlait du royaume dans un langage global et moderne et désirable? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous et honoré. Je remercie aussi son président, Ibrahim Fessiferi, de nous avoir conviés. Je félicite l'équipe pour l'organisation de l'événement. Merci pour la question. Effectivement, le design est intimement lié à la notion de marque. Parce que quand on crée une marque, on pense stratégie. Et quand on pense stratégie, on pense vision. Et le Maroc est porteur de cette vision, de cette stratégie. La vision de Sidna Al-Insro, qui porte une vision multisectorielle, et notamment le design est un levier de performance des entreprises, est un outil stratégique important, et puis aussi par sa transversalité, il touche plusieurs domaines. Il touche le tourisme, il touche l'artisanat bien entendu, il touche le travail formidable que fait Mehdi Qotbi avec ses équipes, tout ce qui est musée, et promotion, préservation et plus encore. Et avec la communauté du design ici au Maroc, avec tous les talents qu'il y a, et notamment ce qui est en devenir, mais ce qui se fait et ce qui s'est fait, il y a encore des beaux jours, et je pense que le design peut dynamiser plusieurs secteurs, et notamment l'artisanat. Je pense que plus on montrera les talents et les potentialités en matière de créativité, parce qu'il faut le rappeler que le design est le catalyseur de l'innovation, plus qu'on aura à gagner sur différents secteurs, parce qu'il peut vraiment être un levier et jouer un rôle essentiel et primordial. Et puis on a eu l'occasion de travailler avec Syed Tarek Sadek et ses équipes, parce que faut le rappeler que la Maison de l'Artisan fait beaucoup la promotion du design au Maroc, dans les différents salons, à Milan, à Paris, un peu partout dans le monde. Et donc ça c'est important de le souligner, mais on peut faire beaucoup de choses aussi pour faire des expositions, montrer ce qui se fait dans le domaine. Et puis je voulais souligner un point important, c'est que il ne faut pas oublier de s'ancrer, et je fais partie de ceux qui étaient les tout premiers dans ce domaine depuis maintenant une trentaine d'années. Même si le design, sous sa forme civilisationnelle et multicivilisationnelle, existe au Maroc depuis très longtemps et dans nos pays africains, il faut rappeler qu'il faut s'ancrer à notre continent. Et il est très important de se mettre en mémoire, de rester en éveil, disant ce que fait le Maroc et aussi c'est ce que fait l'Afrique. Et c'est la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, de la coopération sud-sud. Donc c'est important. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les mois et les semaines à venir par rapport à cette histoire d'africanité et qui se fait toujours et depuis toujours. Voilà, merci. Et le renforcement de l'image Maroc peut se faire et au niveau continental et même mondial à travers aussi un milieu académique qui soit innovant, créatif et ouvert sur le monde. Et on va aborder ce volet avec M. Khalid Beddou, directeur des affaires institutionnelles à l'UM6P. M. Khalid Beddou, l'UM6P, c'est une université, rappelons-le, à vocation mondiale, en quelques années seulement, et s'est imposée comme une institution académique de référence avec des antennes voilà, en France, à Paris, au Canada, à Montréal et bientôt aux
États-Unis. L'université, l'UM6P, tisse des liens entre continents. Elle mobilise, fédère les talents. Elle fait rayonner ainsi un Maroc ancré dans la connaissance et la recherche et la coopération également. Comment cette stratégie d'expansion internationale participe-t-elle à consolider l'image du Maroc, un Maroc innovant et, je le disais il y a quelques instants, ouvert et influent sur la scène internationale? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors permettez-moi tout d'abord de rappeler les 4 principes majeurs si on se projette dans une logique de stratégie de brand nation, les 4 principes majeurs d'une image d'un pays. Premièrement, c'est la gouvernance d'un point de vue institutionnel et économique, donc la stabilité d'un pays, ses perspectives économiques. La deuxième, c'est la culture et le patrimoine, donc qu'est-ce qui différencie un pays, son histoire, sa legacy, tout ce qu'a fait que son histoire puisse en faire ce qu'il est aujourd'hui. Troisième, c'est les innovations scientifiques, technologiques, comment un pays produit de la science et de la technologie. Et quatrième pilier, mais sans les classer par ordre d'importance, bien évidemment, ils sont tous au même niveau d'importance, c'est les talents et les people. En fait, c'est les talents et les compétences humaines. Alors, ces compétences humaines aujourd'hui font du Maroc, avec plus de pratiquement 5,5 millions de membres, des Marocains du monde, de la diaspora qui est un peu partout, une force de frappe, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi et surtout d'un point de vue d'image. Aujourd'hui, l'image du Maroc, ou le Maroc est reconnu aussi par la qualité de ses compétences à travers le monde, par leur sérieux, par leur engagement et puis aussi par leur capacité d'intégration. Et aujourd'hui, depuis la création de l'UM6P en 2017, donc l'inauguration officielle en 2017, elle a fait de la connexion avec la diaspora marocaine un canal essentiel pour les recrutements de ces compétences, notamment que ce soit sur le volet recherche et innovation, sur le volet aussi ingénieur, staff de développement en fait, de projets, et puis également au niveau des étudiants aussi, du corps enseignant et des étudiants à l'international. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que pratiquement 80% de notre population, c'est des internationaux, dont 60% viennent des Marocains à travers le monde. Ce qui constitue aujourd'hui un levier. Et quand on leur pose la question qu'est-ce qui les attire pour venir à l'UM6P, ben c'est parce qu'ils sont à la recherche d'une plateforme qui leur permet, ils ont toujours quelque part dans leur tête la volonté de give back, de donner à leur pays, de retourner partiellement ou définitivement, mais ils ont toujours en tête cette ambition de contribuer au développement du pays. Et donc le fait d'avoir une institution académique de recherche qui leur offre au même standard des institutions internationales les capacités de se développer, de faire de la recherche, d'accompagner le développement du pays, ben, ils s'engagent. Et en même temps, ils continuent à garder des liens avec leur pays de résidence et avec des vases communicantes que nous arrivons à créer, ben on contribue au développement, en tout cas au renforcement de cette image du Maroc. Donc aujourd'hui, les Marocains du monde de manière générale est une force importante. Nous avons créé justement, comme vous l'avez mentionné, des antennes à Paris, à Montréal, à New York et puis aussi dans d'autres capitales mondiales très prochainement, justement pour que ces liens ne soient pas des liens opportunistes, ne soient pas des liens que événementiels, mais que ce soit des liens stratégiques à travers ces plateformes. Les Marocains de la diaspora peuvent continuer à contribuer, que ce soit en venant au Maroc ou en travaillant avec nos antennes régionales. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une ambition qu'on porte et dans laquelle on s'inscrit, avec toute la nouvelle dynamique qui a été insufflée par le dernier discours de Sa Majesté le Roi, pour repenser le modèle avec lequel le Maroc met en avant ou valorise ses compétences à travers le monde. Aujourd'hui, l'UM6P s'inscrit parfaitement dans cette stratégie et on continue à être un réceptacle pour ces compétences, pour les attirer et leur offrir des opportunités d'évolution. Et je reviendrai à vous pour détailler longuement ces dynamiques et les partenariats que vous avez avec de prestigieuses universités internationales. Je m'adresse à vous maintenant, Madame Ghalia Mortari. Vous êtes avocate, vous avez travaillé sur plusieurs dossiers, notamment le cadre juridique concernant plusieurs projets d'envergure concernant les énergies renouvelables. Dans un contexte, Ghalia Mortari, où le Maroc aspire à devenir une plateforme africaine d'investissement et un modèle énergétique d'envergure, comment le droit peut-il devenir, le droit de manière générale, non seulement concernant le green et les énergies renouvelables, un levier de séduction, un outil de compétitivité dans la bataille des récits territoriaux, parce qu'il est question du narratif, du récit. Autrement dit, comment bâtir un cadre juridique qui attire d'un côté, qui protège et qui raconte aussi. Je suis ravie d'être ici parmi vous.
Pour moi, le droit crédibilise le récit. Ce que raconte le Maroc pour attirer, et je parle de mon secteur, des investisseurs, le droit est l'outil qui permet, donc cette projection internationale qui permet de crédibiliser ce qu'on dit. Comment? Je vais vous donner un exemple très simple. Si on prend l'exemple des Émirats Arabes Unis, et notamment de Dubaï, en plus de développer donc, des infrastructures pharaoniques pour accompagner leur projection, leur stratégie de développement, ils ont principalement développé des lois et une plateforme d'une juridiction qui marche et qui attire, qui apporte de la sécurité juridique aux investisseurs et qui apporte de la confiance. Donc pour moi, le droit est un outil de projection internationale. Donc au-delà des lois qui peuvent s'appliquer, c'est également cet outil-là qui permet d'apporter cette confiance pour attirer les gens, enfin les investisseurs pour venir au pays. Un autre exemple que je peux vous citer. Aujourd'hui, quand vous voulez attirer dans le secteur des énergies renouvelables des investisseurs, c'est ce qu'on essaie de faire quand on est dans des conférences, quand il y a des discours pour dire quelle est la stratégie marocaine dans le domaine. Quand ils viennent, ils veulent savoir comment marchent nos lois. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils veulent obtenir une autorisation, ils vont l'obtenir de manière fluide, transparente, sans pour autant qu'il y ait des procédures qui sont lentes et non simplifiées. Et lourde, exactement. Donc, pour moi, on peut raconter une histoire. Cette histoire peut être belle, mais pour la concrétiser, la crédibiliser, c'est à travers le droit. Et le droit, c'est principalement des lois cohérentes, fluides, simples, et des lois qui marchent en pratique, qui sont opposables, notamment en cas de litige. Merci Rali Mortari. Je m'adresse à vous à présent, Monsieur Abdou Ali Diop. Vous êtes directeur associé à Forbis Mazars, mais aussi président de la commission Afrique au patronat marocain, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Monsieur Diop, le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un hub incontournable entre l'Afrique et le reste du monde, avec une stratégie internationale audacieuse. Comment cette dynamique, on en parlait tout à l'heure avec les différents intervenants, chacun selon son périmètre de spécialisation, comment est-ce qu'elle peut renforcer l'image de marque du Maroc à l'international, en particulier dans la perception des investisseurs? Pour rebondir par rapport à tout ce qu'a dit Mme Ralia Mortari, il y a le droit, mais encore. Merci beaucoup pour l'invitation déjà et pour cette question, pour parler je dirais, de la composante la plus récente, en tout cas, de cette dynamique de marque dont on a parlé. C'est vrai que le tourisme, l'artisanat, la culture, c'est plus ancré, mais le Maroc, en tant qu'acteur économique global, c'est un élément de marque assez récent, puisque effectivement notre dynamique de développement à l'international, qui ressort après de la construction de ces champions nationaux, est quand même assez contemporaine et récente, contrairement au siècle d'histoire, de culture, de tourisme, etc. Donc oui, aujourd'hui, à travers le développement de nos entreprises et leur dynamique sur le continent, mais également tout le développement économique du Maroc, parce que le développement des entreprises n'est que le reflet de la dynamique économique que le Maroc a connue ces dernières années et qui aujourd'hui constitue une vitrine du pays à l'international, que ce soit sur le continent africain, puisque nous devenons un modèle que beaucoup de pays veulent suivre, mais également par rapport aux puissances du monde occidental qui aujourd'hui cherchent à avoir la grille de lecture pour savoir comment le Maroc a réussi à se développer sur le continent au moment où des entreprises françaises, allemandes, italiennes souffrent à pouvoir maintenir leur développement. Donc aujourd'hui, très clairement, c'est un élément très important de la dynamique de marque Maroc, avec un certain nombre d'éléments de vigilance et de challenge. Le premier, c'est encore une fois cette marque Maroc en tant qu'acteur économique global est une marque qui est fragile. Ça, il est essentiel de le savoir. Quand je dis fragile, c'est normal. Nous n'étions pas connus comme les Allemands, comme les Français, comme des acteurs économiques puissants. Donc forcément, il y a un élément qui est à la fois un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que quand une entreprise marocaine ne réussit pas dans un pays, on ne va pas dire que c'est telle entreprise ou telle entreprise, on va dire
les Marocains. Donc cet élément de contagion de marque est un élément très important à intégrer dans la dynamique et nous, en tant que CGM, on est très vigilants là-dessus parce que ça crée de la fragilité. Mais d'un autre côté, ça crée aussi un levier assez intéressant de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise marocaine réussit à développer des projets immobiliers dans un pays, ça renforce l'image de marque du Maroc parce qu'on ne va pas dire que c'est A ou B, on va dire les Marocains ont réussi à faire, les Marocains ont développé, les Marocains. Donc ça c'est extrêmement important et c'est un levier très fort. Le deuxième élément de vigilance, donc le premier élément de vigilance, c'est la fragilité sur lequel on doit être très vigilant. Autant ça permet de développer la marque très vite, autant ça crée de la fragilité sur laquelle il faut de la vigilance. Deuxième élément de vigilance, c'est toute la cohérence de marque. Aujourd'hui, effectivement, la marque Maroc se développe à l'international à travers différents canaux. Donc on l'a vu, le canal du tourisme, de la culture, de l'éducation, de l'économique. Il faut qu'on puisse avoir une cohérence de marque et pour avoir cette cohérence de marque, il est essentiel qu'on puisse assurer une gouvernance de la marque. Et cette gouvernance de la marque passe nécessairement, en tout cas pour l'avenir, en termes de recommandations, et c'est une recommandation sur laquelle j'insiste depuis quelques années, d'avoir un acteur institutionnel qui est garant de la marque. Ça, on ne l'a pas encore pour pouvoir assurer une cohérence de la marque Maroc sur l'international. Je pense que c'est très important. Et le dernier levier qui est très important, on parle beaucoup de la diaspora. On a beaucoup parlé de la diaspora marocaine. On oublie un levier sur lequel nous, on travaille beaucoup en tant que CGM. C'est toutes les diasporas étrangères qui sont passées par le Maroc, qui ont étudié au Maroc et qui aujourd'hui constituent un soft power extrêmement important pour la marque et aussi pour la marque économique. Aujourd'hui, beaucoup de nos entreprises, justement, sont en train de recruter des talents originaires de différents pays du continent pour pouvoir justement accompagner ce développement économique du Maroc à l'international qui constitue un élément de renforcement de marque. Donc oui, aujourd'hui, le volet économique est à la fois un outil de développement de la marque Maroc sur le continent. On le voit, le modèle marocain, le modèle que ce soit organisationnel de gouvernance des entreprises marocaines, aujourd'hui la CGM sert d'exemple à beaucoup de patronats du continent, mais aussi le modèle de développement des entreprises marocaines sur le continent constitue un élément très fort de promotion de la marque Maroc, mais encore une fois, il faut qu'on puisse adresser ces différents challenges pour être sûr de pérenniser cette marque et de lui donner la résilience qui lui est nécessaire et d'avoir aussi un narratif de la marque que nous maîtrisons. Monsieur André Agide, vous êtes un grand professionnel de la communication, patron d'une chaîne de télévision basée à Paris, rebaptisée Global Africa. Dans la même lignée de ce qui a été développé par Monsieur Diop, une fois le narratif préparé, une fois la marque, elle est là, elle commence à émerger, à se frayer un petit chemin à l'international. Comment décliner une stratégie de communication qui puisse être intelligente, cohérente, mais qui puisse aussi tenir compte des fragilités évoquées par Monsieur Diop? Et comment la mettre sous les projecteurs, puisque aussi vous intervenez avec votre casquette d'homme des médias? Merci beaucoup. D'abord, je suis très heureux d'être ici et merci à l'Institut Amadeus. C'est toujours un grand bonheur d'être là. Et je suis très heureux que cette thématique de la marque soit abordée au sein d'une table ronde. C'est rare d'avoir cette thématique, ce type de thématique qui émerge. Le premier point que je voudrais souligner, je vais peut-être avoir une approche un peu iconoclaste, mais moi je suis français, je viens au Maroc, j'ai 53 ans, je viens au Maroc depuis que j'ai 20 ans et j'y viens 1 à 2 fois par an pour mes vacances. Et pourquoi j'y viens depuis si longtemps? Et c'est un sentiment qui est partagé, c'est parce que la première raison pour laquelle on vient au Maroc, c'est vous, c'est les Marocains. Ce qui n'existe nulle part ailleurs au monde, et je le pense vraiment, c'est l'accueil dont on bénéficie lorsqu'on vient au Maroc, quelle que soit la localité au Maroc. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas en Tunisie. L'accueil du Maroc est absolument exceptionnel. Et de mon point de vue,
Ce que j'ai pu observer depuis 30 ans, c'est que le développement touristique du Maroc, ce qui est unanime, c'est en tout cas cet accueil, et donc ce sont les gens, ce sont les Marocains. Et j'y reviendrai après. Ce qui est important quand on développe une marque, et pour moi, vu de l'étranger encore, la marque Maroc aujourd'hui, elle est canalisée dans la marque Marocco Now, qui est quand même la marque qui représente le Maroc dans les institutions internationales. Pour que ça fonctionne, il faut que cette marque, elle soit fondée sur d'abord de l'authenticité. Elle doit s'appuyer sur des réalisations concrètes qui ont été mises en œuvre. On ne peut pas prétendre être un pays accueillant pour les touristes, pour les investisseurs, pour les étudiants, si on n'a pas un socle très fort basé sur les gens, sur les habitants, sur une réelle culture, sur des projets qui ont fonctionné, qui ont été mis en œuvre. Donc il faut une culture de la preuve. Là où il y a une notion de bon moment aujourd'hui pour le Maroc, c'est que ces preuves, elles existent, elles sont tangibles, les histoires sont là, elles peuvent être racontées et s'appuyer sur des expériences réelles et pas sur un désir d'avenir ou un désir, une projection de ce qu'on voudrait être plus tard. Le Maroc aujourd'hui, sur le continent africain, c'est un pays qui a des choses à raconter et qui sont déjà prouvées. Et ça, c'est un socle extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer pour développer cette marque. Et ce qui est important ensuite, c'est de clarifier dans les messages qui sont véhiculés, quand on veut faire attirer les investisseurs en particulier, c'est de clarifier et de respecter tous les intérêts de chacun. Ça a été dit sur l'intervention sur le droit, il faut que si on fait venir des entreprises, des institutions, des étudiants, il faut que le bénéfice qu'ils vont pouvoir en tirer et les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir venir soit étudier, soit travailler, soit profiter en tant que touriste, soit extrêmement clair. C'est le cas ici. Et donc, il y a un climat des affaires, un climat du tourisme qui incite à venir ici à investir. Dernier point, pour que la marque soit vraiment efficace, il faut que, autant elle s'appuie sur les Marocains, il faut qu'ensuite, les bénéfices qui vont en venir reviennent aux Marocains. Et donc, il faut que toutes les actions qui soient menées ruissellent ensuite sur les populations. Encore une dernière question. Je refais le tour de table et je commence avec vous, Sir Qotbi, afin de vous libérer. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sous votre présidence de la Fondation nationale des musées, les musées marocains ne sont plus des lieux figés. Ils respirent, ils racontent, ils rassemblent. Comment cette douce, soft révolution, cette mise en récit du Maroc, de ses artistes, de ses trésors, participe-t-elle à façonner une image sensible, créative, désirable du royaume? Et si les musées étaient aussi des phares éclairant le monde sur finalement qui nous sommes, ce que nous sommes? Les musées du Maroc, d'abord, un musée en général est un musée, un lieu qui préserve, qui démontre aussi aux gens, pour bien connaître un pays, connaître une culture, le musée est un lieu important. Grâce, en effet, vous l'avez souligné, à la vision de Sa Majesté le Roi, les musées se sont développés, la culture s'est développée dans notre pays. Et aujourd'hui, les musées du Maroc, ils sont cités en exemple. Je cite souvent cette anecdote. Je me suis trouvé à prendre un petit déjeuner avec le président du Bénin qui me disait le Maroc est notre exemple, c'est l'exemple à suivre dans tous les domaines et dans le domaine des musées aussi. Mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est cette marque du Maroc aussi puisse être véhiculée par la qualité des expositions, la qualité de nos musées, la qualité aussi comment on raconte une histoire à travers ce que le Maroc possède comme richesse patrimoniale, parce qu'on a un patrimoine exceptionnel et varié en plus. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays qui compte dans ce domaine et les musées participent aussi à la fois à l'image, mais participent aussi au développement touristique. Et les collaborations, parce qu'il faut aussi intéresser les Marocains. Comment faire venir les jeunes? Parce que c'est ça notre but. La démocratisation
nous avons commencé par la gratuité, c'est-à-dire donner, attirer les gens à venir au Maroc tous les vendredis. C'est gratuit pour les Marocains et les étudiants qui sont essentiels pour nous viennent aussi gratuitement sur la présentation de leur carte d'étudiant. Et nous sommes en train de travailler en ce moment avec des associations, des sociétés européennes pour travailler sur la gratuité ou au moins un prix extrêmement incitatif pour que les étudiants marocains, quand ils voyagent, peuvent avoir accès au musée et aussi les étudiants étrangers peuvent avoir accès à nos musées. Donc je veux dire que c'est aussi important ce point essentiel qui est la démocratisation et que le musée, parce que c'est ça qu'il faut bien dire, que depuis 10 ans que la Fondation existe réellement, le paysage muséal a changé. Le musée est devenu un lieu accueillant, un lieu où on est fier de montrer notre patrimoine et on est fier aussi d'être un exemple. Merci beaucoup pour cet éclairage, Monsieur Mehdi Qotbi. Merci à Alési, merci de nous avoir fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui. On aborde encore une fois l'artisanat avec vous, Monsieur Tariq Sadek. Chaque pièce artisanale raconte un territoire humain, un souffle. Comment transformer ce savoir-faire ancestral extraordinaire en une expérience immersive, ancrée dans de nouveaux circuits touristiques, culturels et événementiels? Et comment faire de l'artisanat un pilier aussi de storytelling capable de porter l'image d'un Maroc, encore une fois, créatif et tourné vers le monde, ouvert sur le monde et tourné vers le monde? Effectivement, c'est un enjeu, c'est une priorité. Mais pour pouvoir atteindre cela, il faudrait d'abord que le tissu ou l'écosystème de l'artisanat soit performant. Pour qu'on ne vienne pas juste maquiller quelque chose et la présenter d'une manière qui ne reflète pas la réalité. Il faudrait que dans la vie de tous les jours, les artisans soient performants, qu'ils puissent bien vivre et donc, c'est pour cela qu'il y a une stratégie qui a été mise en place, qui ambitionne d'accompagner justement ces artisans sur toute la chaîne de valeur, en passant par la matière première, la productivité, le design, l'accès au marché, et j'en passe. Et à travers cette action stratégique menée par les pouvoirs publics et leurs partenaires, l'idée est de justement préserver cette différenciation, de faire en sorte que nos artisans vivent bien, soient compétitifs et reflètent, en tout cas contribuent d'une manière positive dans cette... tout à l'heure vous avez parlé de marque, moi j'irais plus de modèle marocain, parce que la marque d'une manière classique, elle s'adresse à une cible particulière, elle fait l'objet d'une cyclicité par rapport aux effets de mode. Pardon. Mais le Maroc, je pense, dépasse tout cela, c'est s'est érigé en modèle. Et donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'artisanat s'intègre dans cette dynamique vertueuse. Aujourd'hui, un travail qui se fait avec l'UNESCO pour la préservation, justement, de ces patrimoines qui sont en cours de disparition. 32 métiers ont déjà été identifiés, ils sont en train d'être modélisés, prescrits, etc. Nous travaillons également sur la partie de la labellisation, de la certification de ces métiers de l'artisanat. Les pouvoirs publics ont mis en place, il y a 2-3 ans, une loi qui encadre l'activité de l'artisanat. Aujourd'hui, nous disposons officiellement de 172 métiers et activités liés à l'artisanat, que ce soit pour l'artisanat de service ou l'artisanat de production. Beaucoup de gens ne savent pas que les électriciens, les plombiers, les gens qui font de la mécanique sont des acteurs et des opérateurs de l'artisanat. Bien évidemment, en plus de tous ceux qui travaillent dans les métiers traditionnels, du bois, du cuir, de la dinanderie. Et tout cet écosystème-là fait en sorte que nous continuons à préserver. Donc, je disais que avant de faire intégrer dans ces personnes ou ces savoir-faire dans les circuits, il faut d'abord qu'ils marchent. Et c'est notre objectif premier. Parce que dès qu'ils marchent d'une manière naturelle, spontanément, ils vont pouvoir attirer, s'intégrer dans le travail formidable que fait l'administration du tourisme. Et la SMIT est ici présente, je pense qu'elle fait un travail magnifique dans ce sens-là. Et je pense que les artisans viennent enrichir ces circuits-là. Nous avons eu des expériences récemment, que ce soit au profit des écoliers, que ce soit au profit des touristes. Il y a une histoire à raconter, il y a une expérience à partager. Et je pense que ça permet d'enrichir l'expérience de manière générale par rapport au Maroc. Merci.
Merci Tariq Sadek. Et à la lumière de toutes ces particularités, monsieur Imad Barakad, le Maroc ne peut pas finalement se raconter comme une destination générique. Comment concevoir une offre touristique qui valorise justement cette singularité, qui en tienne compte, tout en intégrant les enjeux liés à la durabilité, à la montée en gamme, d'enrichissement de la chaîne de valeur, et puis comment faire de cette stratégie un récit, encore une fois, un narratif cohérent, lisible et désirable dans le cadre d'une marque pays, ou alors, je reprends les mots de M. Sadek, un modèle ambitieux. Merci. En tout cas, ce que je peux dire dans le tourisme, c'est les destinations qui réussissent. C'est celles qui ont un narratif qui raconte quelque chose de réel, quelque chose qui est inclusif, quelque chose qui est immersif, quelque chose qui fait participer les gens à cette visite. Et donc, je pense que le Maroc a énormément de choses à raconter, et je pense qu'il a fallu à un certain moment regarder quelles sont les lignes directrices, les forces dont dispose le Maroc, et donc il a créé ce narratif autour d'un certain nombre d'axes. Je peux citer les médinas, je peux citer l'artisanat, je peux citer la culture, je peux citer des événements sportifs, parce qu'il ne faut pas l'oublier aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui va devenir est déjà un axe narratif de cette storytelling dont on parle, donc je pense que c'est important. Alors, cette storytelling, il faut la raconter, il faut la faire vivre. Et c'est là où aujourd'hui, notre rôle est de prendre cette ressource dont on dispose, l'enrichir, et qui dit enrichir, ça veut dire qu'il faut rajouter des investissements. Et c'est ces investissements qui créent ce produit touristique qui est consommable. Le tourisme vient avec de la consommation. C'est important de le citer. Quand on parle de musée, ben c'est important qu'un musée aujourd'hui crée de la consommation. Et d'ailleurs, je salue, Mehdi n'est pas là, mais quand on regarde aujourd'hui un certain nombre de musées, ben on retrouve aussi des cafés qui sont à l'intérieur. On retrouve aussi aujourd'hui de la valeur ajoutée qui est à l'intérieur. Au-delà de cette visite immersive, mais il y a de la consommation. Donc c'est important. Après, je pense qu'il y a des sujets qu'on peut évoquer pour créer une destination. C'est la montée en gamme de son hébergement touristique. Alors quand on dit montée en gamme, on essaie de respecter aussi cette empreinte territoriale. Au Maroc, nous avons voulu que le tourisme soit réparti au niveau de l'ensemble des régions. Pour créer de la durabilité du tourisme et répartir la richesse au niveau de l'ensemble des territoires, mais également, on a cherché aujourd'hui à avoir des destinations qui se racontent, parce que nous avons une diversité des expériences. Quand vous prenez de la culture, ben vous avez Fès n'est pas la même que Marrakech, n'est pas la même qu'aujourd'hui que Rabat, n'est pas la même que Tanger. Et donc chaque destination permet d'attirer un certain nombre de touristes. La montée en gamme permet de créer plus de richesse dans un territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, créer ces itinéraires comme aujourd'hui il se fait, autour de la thématique bien en phase avec la demande internationale et de créer cette richesse mondiale et de raconter cette storytelling. Et c'est ça qui crée cette marque dont a parlé monsieur et qui permet d'attirer plus de clientèle, de se positionner. Je vais dire quelque chose parce que ça n'a pas été dit. Le tourisme peut être aujourd'hui un catalyseur des autres activités. Ben, le tourisme commencer à développer certaines destinations. Quand on prend l'exemple d'El Jadida ou de Saidia, ben on voit que le tourisme a permis d'attirer les autoroutes, d'attirer le transport, d'attirer l'aérien, d'attirer un certain nombre de destinations. Et plusieurs destinations qui se créent aujourd'hui, ben, la culture aujourd'hui suit, l'artisanat aussi y suit, les industries manufacturières suivent, et donc le tourisme peut être un catalyseur de ce développement territorial. Monsieur Hicham Lehlou, vous êtes à la croisée des chemins entre l'artisanat, l'industrie, l'innovation. Il y a donc une histoire à raconter. Comment conjuguer les codes du design international avec les matériaux, les gestes et les récits du Maroc profond pour bâtir une image encore une fois forte, cohérente, exportable? Réponse très concise et brève pour donner la parole à l'assistant. En revenant à la thématique de marque Maroc, marque pays, je pense que les meilleurs ambassadeurs sont les créateurs qui sillonnent le monde
j'en fais partie, donc je pense qu'il faut s'appuyer sur eux pour se connecter à leur réseau, les promouvoir, les soutenir, parce qu'eux aussi sont des vecteurs, des catalyseurs de promotion de l'image de leur pays. Et on peut citer d'autres pays qui rayonnent à travers leurs créateurs. Voilà. Monsieur Khalid Badou, dernière question avant de céder la parole à l'assistance. Comment les initiatives entreprises et lancées par l'UM6P renforcent-elles la souveraineté technologique du Maroc et projettent aussi une image d'un royaume moteur de transformation scientifique et économique, technologique aussi sur la chaîne continentale mais aussi internationale? En bref, la contribution d'un pays, ou l'image d'un pays est développée également par son empreinte au niveau de l'innovation à travers le monde. Aujourd'hui, au niveau de l'indice mondial de l'innovation, le Maroc est classé pratiquement 66e en 2024, 66e sur 133 pays. On dépose pratiquement 3000 brevets par an, ce qui est très très faible par rapport à toute l'ambition que porte le Maroc, notamment dans le développement industriel, avec les écosystèmes, etc. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un grand chantier qu'il faut initier, et notamment à travers les universités, les centres d'innovation, les centres de recherche, avec les entreprises et les parties prenantes concernées, que ce soit public ou privé, pour pouvoir faire de l'innovation un nouveau levier pour l'image du Maroc. Aujourd'hui, on a l'infrastructure qu'il faut, on est doté en termes de data center, par exemple, de ce qu'il faut par rapport à différents pays d'Afrique. On est classé parmi le top 5 des pays d'Afrique en matière d'infrastructure digitale. Donc aujourd'hui, prenons cette opportunité également pour se positionner, pour rajouter, je dirais, un ancrage à l'image du Maroc, en plus du tourisme, en plus du patrimoine. La partie innovation, je pense, c'est un volet qui est important sur lequel on peut faire levier dans l'avenir. Excellent. Ralia Mortari, une question toute simple, une réponse aussi brève. Quelle place peut avoir aujourd'hui l'ingénierie juridique dans la construction d'une marque territoriale durable, crédible et surtout porteuse de sens à l'international? Micro. Juridique, parce que tout dépend du secteur dans lequel nous sommes et quelle est la structuration contractuelle qu'on a envie de mettre en place. Mais je dirais aujourd'hui, on en parle beaucoup de marques et je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Pour accompagner donc ce récit, ce narratif qu'on veut avoir, il est à mon sens utile, nécessaire d'investir dans l'humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui est le meilleur ambassadeur de cette marque Maroc. Aujourd'hui, dans le droit également, je le vois, pour pouvoir mettre en place des lois qui fonctionnent, qui sont souples pour attirer les investisseurs, mais également pour pouvoir accompagner cette stratégie, cette vision que nous voulons de notre pays. Nous avons également besoin de former les jeunes, former également les fonctionnaires, les personnes qui travaillent dans les administrations et améliorer en termes de qualité et de savoir juridique également, donc pour pouvoir accompagner cette transformation que vit aujourd'hui le Maroc, de sorte à asseoir cette marque et de la vendre le mieux que possible. Alors, Monsieur Ali Diop, quels sont les leviers majeurs encore qui restent à activer pour traduire cette vision en un avantage compétitif tangible sur les marchés internationaux? Comme je disais tout à l'heure, les leviers majeurs, c'est la consolidation de la gouvernance de la marque pour avoir une cohérence et une institution qui en fasse la promotion systématique. Le deuxième que je n'ai pas cité mais qui est extrêmement important, c'est de pouvoir régulièrement faire des études de perception de la marque. Je pense que c'est très important parce que quelquefois on peut avoir du mismatch entre ce qu'on pense de la perception de la marque et la réalité, donc c'est bien de pouvoir le faire. Troisième élément, c'est aussi de pouvoir mener des actions de promotion de cette marque Maroc à différents événements stratégiques importants pour démontrer ce que nous sommes en train de faire un peu sur le plan économique sur le continent. Et je pense que là encore, on a des choses à faire. C'est des leviers qu'on n'a pas encore suffisamment actionnés. Et bien sûr, il y a un dernier levier qui est extrêmement important et sur lequel on pousse nos entreprises. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes souvent, en tant qu'acteurs du secteur privé, des loups solitaires. Et on a besoin, en tant qu'entreprise marocaine, à aller plus souvent à l'international en groupe pour pouvoir justement faire une promotion de la marque Maroc et non pas uniquement de son entreprise. Monsieur André Agide, comment construire un récit global fort capable de porter cette image de manière unifiée à l'échelle du continent africain, en Europe, mais au-delà aussi?
Oui, alors d'une manière très simple, de la même manière que lorsqu'il y a une innovation technologique, pour qu'elle soit valorisée, il faut déposer un brevet. À chaque fois que quelque chose de concret qui contribue au rayonnement de la marque, quel que soit le domaine de la marque Maroc est fait, il faut que cela s'accompagne par un volet communicationnel. Il faut raconter toutes ces actions, il faut les filmer, il faut les distribuer, il faut les diffuser. Sinon, vous faites des choses très très bien localement et personne n'est au courant. Donc ça ne sert à rien. Il y a un très bon département à l'UM6P qui s'appelle la Story School qui donne des formations pour expliquer comment on met tout ça en lumière, comment on communique autour des actions, qu'il s'agisse des institutions, des sociétés, des entreprises, des artisans, de la culture. Il faut produire de l'image, il faut produire des contenus et il faut les distribuer à la fois dans le monde digital, sur les réseaux sociaux et à la fois sur les médias traditionnels. Effectivement, moi je relançais la raison pour laquelle je crois dans mon projet personnel, qui est la relance de Télésud avec le nom Global Africa, c'est qu'il y a partout sur le continent des exemples formidables qui peuvent être bénéfiques et pour tous, et je veux les faire connaître. Et donc moi, il faut m'aider, et quand vous faites des choses formidables pour le tourisme au Maroc ou pour l'investissement, il faut produire de la ressource et me les envoyer, moi je vais les diffuser. Et ça ensuite, c'est le rôle des médias d'amplifier ces actions et avec une vraie politique, ce qu'on appelle l'outreach, de rayonnement et de faire connaître au plus grand nombre ce qui est fait. Merci beaucoup de votre éclairage. Je pense qu'il nous reste un petit moment. Ce serait bien de céder la parole à la salle qui souhaite s'exprimer. Micro, les amis à la régie, micro à faire tourner. Merci de vous présenter, de désigner la personne à laquelle vous souhaitez adresser votre question. Bonjour, Noureddin Mouati, je travaille dans la coopération culturelle entre l'Espagne et le Maroc. Je remercie les intervenants pour les idées qu'ils ont bien voulu partager avec nous, mais je regrette la non-participation dans ce panel des représentants de l'Ordre des architectes, parce que je pense sincèrement que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est l'image de notre paysage, de nos villes, et je pense qu'il faudrait bien impliquer les architectes dans cet effort de promotion et de sauvegarde de notre patrimoine architectural, parce que non seulement la sauvegarde de nos médinas, mais aussi des métiers qui sont liés à ce type de construction, à ce paysage, à la conservation de ce paysage, parce que ce qu'on voit au niveau des nouveaux villes et de nouveaux bâtiments, que ce soit au niveau même des unités hôtelières, qu'on n'a pas recours à notre patrimoine, à nos artisans, et que ça reste vraiment marginal, parce qu'on a le cas, par exemple, des chartes architecturales, que ce soit à Chefchaouen ou à Mdir Fnidaq, ou même, je pense, à Marrakech. Mais je pense qu'il faudrait bien impliquer l'Ordre des architectes et aussi d'autres métiers. J'interpelle ici la CGM parce que les constructeurs, les entreprises de construction, la maison de l'artisanat, l'université doit aussi impliquer nos artisans pour qu'on puisse sauvegarder ces techniques de construction bioclimatique durables. Et je pense que ça, c'est un véritable enjeu pour nous. Cessons de produire des villes moches, des bâtiments moches, parce que ce qu'on voit dans les nouveaux projets, ça n'a rien à voir avec notre identité. Oui, pour l'innovation, oui, pour avancer dans le développement durable, mais sans renoncer à nos racines ou à nos valeurs. Merci. Une intervention supplémentaire, monsieur? Donc, Amin Dafer, je suis enseignant à l'université Hassan II. Je remercie les intervenants pour la présentation par rapport à l'image de marque et par rapport à la participation de tous les acteurs dans le rayonnement de l'image de marque. En tant qu'universitaire, donc, je poserai la question à M. Khalid Bado par rapport à l'université Mohamed VI, qui est un acteur aujourd'hui majeur de rayonnement. Et on est fiers en tant que Marocains de voir cette université rayonner à l'international et faire une très bonne image par rapport à l'université marocaine, parce qu'il s'agit d'une université marocaine. Donc la question, vous avez parlé des Marocains du monde,
Ma question est par rapport aux lauréats, aux alumni de l'université Mohamed VI, comment ils participent à ce rayonnement de l'université. Deuxième question, c'est par rapport à la présentation de M. Abdou Diop. Vous avez parlé des entreprises ou de l'internationalisation des entreprises marocaines en Afrique, les champions nationaux. Donc ma question, comment jouer sur les success stories, ces entreprises qui réussissent pour attirer plus d'entreprises, pour faire la même chose en tant que défi pour ces entreprises qui veulent travailler à l'international mais qui n'osent pas à cause des mauvaises expériences de quelques entreprises. Donc comment jouer sur ces success stories pour attirer plus d'entreprises, pour promouvoir l'image du marque. Et je vous remercie. Je pense que ce serait bien de prendre les questions en un seul bloc. Après, on réservera un petit moment pour y répondre. Qui souhaite s'exprimer, madame? Oui. Bonjour et merci de vos interventions qui m'ont vraiment éclairé sur mon sujet de recherche. En fait, je suis chercheur à l'ULB, sociologue à la base, et donc je m'intéresse à la construction des identités nationales, et donc je trouve qu'il y a un lien très intime entre ma vision des choses et ce qui a été dit ici. Et je voudrais revenir notamment sur l'idée de la fragilité de la marque, voilà, parce que je pense qu'on est en train de travailler maintenant différemment par rapport à avant. Et vu cette fragilité, je reviens aussi sur l'idée de communication et de promotion. Là, on est en train de parler de tout ce qui est beau peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très belles, qui se disent concernant le Maroc et qui sont en train peut-être de déconstruire ou de détruire ce qu'on construit. Et donc, au niveau de la gestion de la communication et de la promotion de cette image ou de ce modèle, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire en sorte que ce qu'on construit aujourd'hui puisse rayonner et peut-être éblouir plus ce qui est mauvais et ce qui se raconte aussi pour un peu diminuer la valeur de notre pays et de notre culture. Voilà. Notamment qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit tout et son contraire. Donc on voit de belles choses, on voit de beaux comportements, on voit aussi le contraire. Deuxième chose, on a beau construire des choses aussi, des systèmes, des approches, des modèles, mais après, ce sont les individus qui les véhiculent. Donc quand un touriste, par exemple, arrive au Maroc, c'est en contact avec les Marocains, les citoyens, qu'il va construire une image. Moi, je pense qu'au niveau de tous les corps de métier qui seront en contact avec soit les investisseurs, soit les touristes, et donc qui sont amenés à véhiculer une belle image de notre pays et de ce modèle-là, je pense qu'on doit développer des chartes de comportement, des chartes qui font qu'on véhicule vraiment cette image et qu'il n'y a pas seulement un travail au niveau macro ou voilà, qui ne donne pas suite, qui ne trouve pas suite enfin dans les comportements des individus. Merci. Encore une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin. Très rapidement, monsieur, s'il vous plaît. In the past few years, Morocco has experienced tremendous growth in public sector investments, especially out of Morocco. But we've also noticed that recently we haven't seen the same kind of impact in the private sector growth. What is Morocco doing to promote private sector growth, especially for the SMEs? Thank you. Bonjour, je suis Younes El-Kandoussi. Je fais du conseil et aujourd'hui je m'intéresse à la marque Maroc. Qui dit marque, ça veut dire branding, Morocco branding. Bien sûr, la marque Maroc, elle a beaucoup de composantes culturelles, scientifiques, il y a beaucoup de composantes. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger cette marque de l'appropriation, comme ce qui se passe maintenant avec beaucoup de choses qui sont marocaines? Tout le monde le connaît, mais on s'approprie cette marque Maroc par quelques pays ou par quelques cultures. Merci. On commence par les réponses. Peut-être l'appropriation, c'est monsieur Hicham Lhlo qui est la personne la plus habile pour y répondre. Allez-y, Lhlo. Je voulais réagir à la question de monsieur, à la dernière, sur un cadre juridique. Il y a ma voisine avocate. Il faut mettre l'accent sur tout ce qui est dépôt de dessins et modèles. On a parlé des brevets, mais c'est important de déposer sa marque, déposer ses dessins et modèles dans les différentes catégories
par région. Si vous voulez faire déposer en Europe, il y a un seul dépôt qui vous protège sur la communauté européenne. Vous voulez protéger l'Afrique de l'Ouest, il y a un seul dépôt à Ouapi. Et il y a différents cadres pour protéger vos dessins en modèle, vos marques, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est cadré. Le Maroc a fait de grandes avancées à ce niveau-là avec l'OMPIC. Et puis moi, à l'époque, j'avais été sélectionné il y a une dizaine d'années dans un projet pilote, qui était les deux pays qui avaient été sélectionnés étaient le Maroc et l'Argentine. C'était comment, en binôme, avec un juriste, aller rencontrer les entreprises pour les sensibiliser à cette notion de dépôt de dessins et modèles, de marque, pour ne pas s'approprier ce qui ne vous appartient pas et protéger ce qui vous appartient. Parce qu'on ne s'en rend pas compte de l'importance de ce que c'est que le dépôt de dessin et modèle ou ce qui est appellation d'origine contrôlée, etc. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Parce qu'une entreprise qui dépose ses dessins et modèles, et a fortiori un designer ou l'entreprise du designer, ben c'est le patrimoine que vous déposez, c'est des titres. C'est comme un titre de propriété quand vous avez un terrain, une maison, un appartement. Il y a même des experts comptables, des fiduciaires qui sont spécialisés pour comment générer... Je vais prendre un dernier exemple et finir rapidement. Si vous cherchez par exemple une marque comme Nike, aujourd'hui, elle n'a quasiment pas d'usine, mais si aujourd'hui elle veut un jour vendre sa marque, ben, allez l'acheter, vous allez voir combien ça va coûter. Son patrimoine, c'est sa marque et ses dessins modèles et son histoire. Et ça se chiffre à des milliards de dollars. Donc aujourd'hui, quand on parle d'industrie créative et culturelle, c'est comment rendre inclusif le design, parce que c'est là où on peut gagner beaucoup d'argent et protéger ce qui nous appartient avant, pendant et le futur. Voilà. La question sur la fragilité de la marque qui a été évoquée par la dame, Monsieur Diop, peut-être une réponse à cela? Oui, il y a 3 questions qui me sont adressées. Sur la fragilité de la marque, oui. Aujourd'hui, très clairement, et ça me permet de faire le lien aussi avec la question sur la promotion des success stories. Je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est comme il y a quelques années, quand on parlait de la marque chinoise, tout le monde pensait à quelque chose de qualité secondaire. Pas parce que c'était secondaire, mais parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir des produits chinois. Aujourd'hui, sur beaucoup de territoires, on est récent. Hein. L'histoire du développement économique du Maroc sur le continent africain notamment date d'une vingtaine d'années. Donc forcément, il y a encore un mix entre appréhension et curiosité. Donc, et on est presque en phase de test. Donc dès lors que quelqu'un échoue, forcément ça touche toute la marque, ça ne touche pas uniquement l'entreprise. Donc il y a une gestion de cette marque prudente qu'il faut avoir, et il faut que chaque acteur considère qu'il est ambassadeur de la marque, et donc qu'il a une responsabilité beaucoup plus élevée que sa propre entreprise, et ça c'est extrêmement important, et on y travaille régulièrement. Et c'est pour ça aussi justement que parallèlement, pour renforcer la crédibilité de la marque, il faut avoir un storytelling, avoir cette souveraineté de narratif qui permet de montrer les success stories. Je veux dire, on est en train de faire de très belles choses dans beaucoup de pays. Malheureusement, on n'en fait pas suffisamment la promotion. Et il faut en faire la promotion. Et ça, c'est notamment le rôle du secteur privé pour pouvoir travailler en sorte de faire la promotion de ce que nous sommes en train de faire, bien sûr avec l'appui, si nécessaire, d'un organe qui serait cet organe de promotion de la marque Maroc. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a un besoin aussi d'avoir cette approche collective qui permet de faire une promotion au maximum de la marque et des réussites. And to answer to your question on what we are doing to really promote the brand and promote at the SME level, I think that one of the points which is very important on which we are working is to see how to create real opportunities for Moroccan companies abroad and to bring together champions and SMEs, specifically when we are working on value chain transformation, complementarity on value chain. And we are not only trying to bridge Moroccan SMEs and Moroccan champions, but trying also to onboard sub-Saharan African SMEs. Today we are working with many African private sector bodies to see how to create joint venture in complementarity value chains
stick to the Moroccan industry. For example, today we've done a lot of interesting things in automotive, in agri, in textile, and we know that we can have real complementarity of value chains in some African countries because they are the places where the raw material are and can be transformed. So it's important for us to create this complementarity, and doing that, this win-win situation, we are also promoting the Moroccan brand and the Moroccan way of doing business together. And I think that's also very important in a brand promotion and in a national branding perspective. Et avant de clore, je recède la parole à Monsieur Khalid Bedou par rapport à la question qui a été posée par le représentant de l'université Hassan II. Alors, il y a eu plusieurs sujets, je vais résumer sur 3 points. Le premier, c'est que quand on parle de la marque Maroc, ce n'est pas qu'une affaire de communication, de marketing. On parle de marque, et là je suis d'accord sur le fait de, peut-être même la sémantique, il faut la revoir, on parle d'un modèle ou plutôt d'un label Maroc qui doit être justement, qui doit revenir de manière verticale et horizontale dans toutes les stratégies publiques, à savoir le tourisme, c'est-à-dire de manière verticale, l'artisanat, etc., mais aussi sur toutes les stratégies horizontales du Maroc, sur la promotion, sur le narratif Maroc, à commencer par les ambassades jusqu'à toutes les personnes qui prennent la parole au nom du Maroc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une marque pays, en tout cas un label pays, il doit être assumé avec ses avantages et ses inconvénients. Pour la question de madame, on ne peut pas s'attendre à avoir qu'une image qui est magnifique et extravagante et que dire que le Maroc c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que le Maroc il est riche de sa diversité. Et sa diversité, il y a du positif et du négatif, et il faudra l'assumer ainsi. Et il faudra que la marque, cette marque Maroc, qu'elle soit construite de cette manière en prenant en considération les choses qui fonctionnent et les choses qui fonctionnent moins bien. Et dernier point, pour la question de monsieur, aujourd'hui, alors sur l'architecture, je vous réponds très rapidement. Effectivement, au niveau de l'université, nous avons pensé à la chose sur la préservation du patrimoine marocain. On a lancé une chaire qui s'appelle la chaire Aymara, qui reprend justement le patrimoine marocain, andalo-marocain, et justement pour pouvoir l'enrichir et le préserver et le mettre en avant. Le rôle des universités, à notre niveau, on croit en quelque chose de manière très forte. On ne parle pas de la fuite des cerveaux, on parle plutôt de la circulation des cerveaux. D'ailleurs, même nos doctorants, nos chercheurs, on les encourage à partir à l'étranger, à avoir une expérience internationale, parler du Maroc et valoriser aussi l'expertise marocaine, et puis revenir par la suite, et charge à nous de leur offrir l'opportunité de revenir avec plus de compétences et plus de savoir-faire. Donc cette circulation des cerveaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, il ne fait qu'enrichir justement ce label, cette marque marocaine, et le plus important c'est de pouvoir la voir de manière transversale dans toutes nos politiques. Merci. Madame Ghalia Mkhtari, Monsieur Tariq Sadek souhaiterait apporter un nouvel éclairage, peut-être brièvement avant de clore cette session. Allez-y. And to answer your question, Aifi, Morocco already has launched several programs in order to develop and promote SMEs. One of the best was the Intalaqa program in 2020, helping small SMEs develop projects with a very low interest rate. So Moroccan banks provided financing to the SMEs. Another program is for some SMEs. They have the possibility to participate to tenders with very simplified procedures. AMDI, the institution in charge of promoting investment in Morocco, helps also SMEs to export themselves, ideas outside of Morocco. We also have an amazing program that have been developed by CDG Invest, which is 212 Invest, and it helps startups in order to develop their programs and export their ideas outside of Morocco. So beyond what Mr. Job said, we already had existing programs that worked very well. Of course, it takes time. We also, the tax laws and existing laws should help, promoting SMEs and accompany the growth that we aim to achieve. It's ongoing. Le mot de la fin avec vous, Monsieur Tariq Sadek. Il y a 3 points sur lesquels je voudrais réagir. Le premier, celui des architectes. Combien même je ne suis pas habilité à parler à la place des architectes, mais juste pour confirmer ce que vous avez dit, et ils font partie des prescripteurs les plus importants sur lesquels nous comptons pour promouvoir notre artisanat. Et dans ce sens-là, dans la plupart, un certain nombre de nos manifestations, de nos programmes, les architectes sont un élément important parce que un architecte peut à lui seul prescrire 10, 20, 30 métiers différents de l'artisanat, que ce soit en matière de bâtiment, construction, en matière de décoration, d'accessoires. Et donc nous sommes conscients de
de cette force et nous encourageons vivement les artistes, qu'ils soient basés au Maroc ou les architectes de la diaspora marocaine dans nos principaux marchés. Je parle essentiellement des États-Unis, du Moyen-Orient et en Europe, justement de créer ces synergies et ces collaborations avec Hichem Nhlou. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec un certain nombre d'architectes dans le cadre d'un projet design et en tout cas c'est quelque chose que nous souhaitons vivement encourager. Par rapport à la protection des marques, donc je rejoins ce que Silhlo a dit, nous en sommes conscients, il y a des mesures concrètes qui vont être annoncées très prochainement, justement pour accompagner les artisans à créer, déposer et protéger leurs marques, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose, c'est en tout cas un axe très important que nous souhaitons mettre en avant, justement dans ce contexte international très concurrentiel, parfois concurrentiel d'une manière assez honnête, parfois concurrentiel d'une manière pas très, disons, politiquement correcte, mais d'une manière générale, il faut qu'on se défende en communiquant, en protégeant et en préservant. And finally, I want to add a final thing about what my colleagues have said about the SMEs development. The government recently adopted a new act, the SMEs Investment Charter Act, which gives the SMEs the opportunity to have subsidies among the investment they're doing in Morocco. And these subsidies can go up to 30% of the amount of the total amount of investment. And SMEs in tourism, handicraft, and other sectors are today, by our days, eligible to benefit from this act. And it's also here to complete all the other programs and initiatives that my colleagues have talked about a few minutes before. And it proves and it here to attest of the public and administration voluntary to develop and help these SMEs. Thank you. Merci à tous les intervenants d'avoir enrichi les débats. Merci à vous qui avez assisté avec nous. Je vous dis à tout à l'heure, à 14h30 pour une nouvelle session sur l'emploi. À tout à l'heure, toujours avec grand plaisir. Peut-être une photo de famille avec tous les panélistes.